Bonjour à tous, merci d'être là pour cette conférence. Les jeudis CEDOS, donc les jeudis CEDOS sont des conférences organisées tous les troisièmes jeudis du mois. Jeudi du mois par la avec Alexis qui se présentera tout à l'heure. Et la chaire d'eau s'est épaulée dans toutes ces conférences par l'association étudiante Diamant Débat. Mon Wassim est le représentant et c'est Wassim maintenant que je vais lui laisser la parole pour qu'il vous présente Diamant Débat. Merci. Juste pour dire qu'il y a un cocktail après. Ouais. Donc après la conférence, donc le principe de la conférence est donc une demi-heure de présentation et ensuite vraiment des questions-réponses qui sont interactifs et ensuite il y a un petit cocktail. Voilà. Derrière la feuille. Voilà. Pour la conférence. Comme l'a dit Fanny, je fais partie de l'association Diamant Débat, donc je suis le responsable de conférence de notre association. En fait, notre association, elle organise les conférences au sein de l'école. Donc on contacte des invités, principalement. Là, récemment, par exemple, on a invité Alain Juppé, début octobre. Et voilà, notre but, en fait, c'est de promouvoir la parole publique au travers de conférences ou bien de débats dans de plus petits cadres avec nos étudiants ou encore publier le journal de l'école. Mais aujourd'hui, on est là pour autre chose, pour une conférence avec Alexis que je vais laisser maintenant se présenter. Bonjour et merci de m'avoir invité aujourd'hui pour présenter un sujet qui me passionne particulièrement et qui est aussi mon métier, la cybersécurité. Et donc la thématique aujourd'hui, c'est la cybersécurité, ses enjeux et ses opportunités. Donc, je m'appelle Alexis Barré, je suis ingénieur en informatique et mathématiques appliquées, donc diplômé de l'ENSIMAI, qui est une école pas très loin vers Saint-Martin-Vert. Voilà. Donc c'est très local. Je me suis spécialisé en cybersécurité, donc j'ai 5 ans d'expérience en informatique, dont 3 en cybersécurité. Bonjour. Bonjour. Donc j'ai commencé en tant que développeur, lead tech et un petit peu chef de projet au sein de l'entreprise EDF avant de me spécialiser en cybersécurité. Donc avec un axe plus défensif, pardon, parce qu'il y a la partie offensif. Là, c'est des hackers qui vont tester les systèmes en nettoyant la sécurité comme vous le ferez tout simplement une personne malveillante. Donc moi, mon rôle, c'est un petit peu plus d'aider les équipes de développement à faire leur travail, de donner des pistes pour que les stratèges des entreprises puissent amener une politique de cybersécurité qui les porte là où ils veulent et qui corresponde aussi à leurs besoins et les menaces qui pèsent sur leur organisation. Et après, ensuite, je suis rentré du coup chez Bull SA, qui appartient au groupe Atos. Maintenant, ça s'appelle Eviden depuis quelques mois. Donc, c'est une entreprise qui est sur le secteur de Grenoble, qui est présente au niveau des Chirolles et qui fabrique justement des serveurs industriels pour les gros data centers qui est un peu partout dans le monde, et des supercalculateurs qui font partie des plus puissants au monde. Depuis 10 mois environ, j'ai monté une entreprise en cybersécurité, donc pour l'instant aussi plutôt axé défensif, dans l'objectif justement d'apporter des solutions nouvelles, d'apporter des offres qui s'adaptent vraiment aux besoins des entreprises et qui s'adaptent au secteur de l'activité des entreprises, quelle que soit leur taille et leur budget. Petite question. Qui a déjà subi personnellement ou professionnellement une cyberattaque? Donc, qui a pu nuire à l'activité de son entreprise ou tout simplement une arnaque, vous avez cliqué sur un lien, vous avez fait un paiement un faux compte EDF. Ah, quand même pas mal. Qui, maintenant, dans cette salle, n'assume pas et n'a pas levé la main à la question précédente? En fait, la plupart des gens s'est déjà fait attaquer, même des fois sur des vieux comptes, sur des services en ligne qu'on n'utilise plus depuis des années. Il y a eu des fuites d'informations, des fuites de mots de passe et ce genre de choses. Et en fait, on a été tous plus ou moins touchés, et de toute façon, on le saura. Et la question, c'est surtout de savoir quand. Alors, dans cette première partie, je vais vous présenter les enjeux autour de la cybersécurité. Et je vais le faire à travers un prisme qu'on a tendance à ne pas voir. Dans ce genre de conférence,
puisqu'on a souvent tendance à se focaliser sur le type d'attaque que va mener le hacker. Attention au phishing, c'est pas bien de cliquer sur les mails. Et en fait, mon idée, c'est de le faire à travers le prisme des profils d'acteurs malveillants, parce que l'idée, c'est de comprendre qui cible, pourquoi, comment, pour comprendre en fait quelles sont les menaces qui pèsent en fait sur vous, tout à chacun à votre niveau, que ce soit d'un point de vue personnel et professionnel. Alors, vous avez pas forcément... J'ai mis un peu trop de texte sur les slides, mais ça permet d'être un petit peu autoportant. Mais c'est pas l'essentiel, donc voilà. Alors, le premier groupe d'acteurs malveillants, souvent sur Internet, sur des réseaux sociaux, à la télé, on va entendre parler de hackers. Alors ici, je l'ai mis entre guillemets parce que j'aime pas trop utiliser ce terme de hacker en tant qu'acteur malveillant, parce qu'il y a beaucoup de hackers en fait qui ne sont pas malveillants et qui vont travailler soit chez eux juste bricoler, qui vont travailler aussi au service des entreprises. Et en fait, la définition du terme hacker, c'est quelqu'un qui aime comprendre comment fonctionnent les systèmes informatiques et tout ce qui est attaché à la technique en fait. C'est issu d'un mouvement de hippies qui a débuté dans les années 60, 70, avec notamment les attaques sur les systèmes téléphoniques. Et donc en fait, les hackers, ce qui les motive réellement, c'est le défi technique, c'est de rapporter des trophées tout simplement pour se faire connaître, pour faire connaître ses compétences. Et du coup, eux, ils vont cibler tout ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont chez eux, ce qu'ils voient en ligne. Donc ils peuvent attaquer tout et n'importe quoi. Et généralement, ils vont le faire par l'axe technique, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de trouver des vulnérabilités dans les systèmes. Ils vont essayer de trouver des systèmes pour les détourner et de leurs usages premiers pour en avoir un deuxième. Alors certains vont aller, et c'est ceux-là qu'on considère comme des personnes malveillantes, certains vont aller un petit peu plus loin que ce que permet la limite à la fois éthique et légale. C'est le cas ici de John Draper, qui est une figure assez iconique en fait du milieu. C'est lui qui a lancé le mouvement hacker et c'est lui qui est considéré comme le premier hacker à la définition du MIT. Et en fait, il s'est aperçu tout simplement que le service téléphonique fonctionnait avec des tonalités, c'est-à-dire qu'on envoyait une note et ça permettait de composer un numéro à distance. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un petit boîtier qui se mettait sur le microphone et qui répétait les tonalités sans qu'on ait besoin de mettre la petite pièce pour que cela fonctionne. Ce monsieur est allé un petit peu trop loin, a fait beaucoup d'appels à l'international, etc. Les États-Unis en ont fait aussi un exemple pour prévenir ce genre de choses dans le futur. Du coup, il a fait la prison, etc. Donc lui, ça fait partie des gens qui, justement, ont dépassé les limites. Il y a les groupes cybercriminels. Alors ça, c'est ce qu'on entend souvent parler à la télé. Ça va être... alors, on a tendance assez souvent à accuser la Russie, la Chine, la Corée du Nord sur ce genre de choses. En fait, généralement, c'est international. Donc pour moi, un groupe cybercriminel, comme un groupe criminel qui va faire du trafic de drogue et qui va faire du trafic d'armes, c'est des gens qui vont faire du trafic de criminalité sur le monde cyber. Donc eux, ils vont agir par à peu près tous les vecteurs d'attaque à distance. Ça peut être à travers l'humain, en fait, justement avec des campagnes de phishing. Ça peut être aussi, comme l'hacker, à travers l'exploitation de systèmes. Mais aussi, ils vont tout simplement fournir un outillage à tous ceux qui veulent, pour quelques centaines, milliers d'euros, avoir des données sur une entreprise, avoir des données sur une personne ou un ensemble de personnes, ou tout simplement faire des malwares à la demande pour ceux qui ont suffisamment d'argent pour se payer. Alors là, j'ai mis un exemple, un petit groupe qui s'appelle Lapsus. Il a fait assez parler l'année dernière, donc début 2022, notamment la fin du groupe, donc en mars 2022. Il a attaqué quand même des grands groupes, ce groupe cybercriminel. Il a attaqué Microsoft, il a attaqué Samsung, des télés, etc. Et ils se sont toujours basés sur des attaques de type rançon. C'est-à-dire qu'ils allaient mettre soit des virus qui bloquaient tous les systèmes informatiques, ou alors ils allaient collecter la donnée dans les systèmes informatiques des entreprises et leur demander une rançon. Sinon, ils allaient tout simplement piller ces données et les vendre à d'autres organisations criminelles. Alors aujourd'hui, ça en vient à un tel point, les groupes cybercriminels, c'est tellement bien organisé qu'on peut même trouver des SAV. C'est-à-dire que si votre virus, vous avez acheté vos petits virus, quelques milliers d'euros,
vous le lancez chez le client, ça n'a pas marché, vous avez un SAV. C'est assez dingue. Et certains parlent même de malware as a service, c'est-à-dire que presque maintenant, il suffit de remplir un formulaire sur Internet et ça nous génère le malware derrière. Presque, c'est peut-être pas encore ça, mais on n'en est plus très très loin. Mais voilà, c'est de véritables organisations. En acteurs malveillants, on peut avoir les entreprises en telles finalement, avec tout ce qui est question d'espionnage industriel. Donc là, tous les moyens peuvent être mis en œuvre, y compris donc, les moyens distants, et y compris les attaques physiques, où on va aller tout simplement s'introduire dans le bâtiment. On va aller dans une chambre d'hôtel d'un collaborateur qui part en voyage, par exemple. Pour éviter que ce soit trop facilement traçable, ces entreprises-là, justement, vont faire appel à des groupes cybercriminels pour mener à bien leur campagne, justement, d'espionnage. Et ils peuvent aussi faire de la désinformation. Attention, tel système n'est pas sécurisé. Et c'est ce que j'appelle ici le marketing agressif. Ça m'est déjà arrivé de mon expérience d'avoir des entreprises qui attaquent nos systèmes et qui disent « Oh là là, vous n'êtes pas très sécurisé ». Ils publient toutes les vulnérabilités, on n'a pas le temps de corriger. Tous les clients sont informés évidemment d'un petit mail en disant que leur fournisseur n'est pas fiable. Et ils disent « Prenez notre super solution, ou venez chez nous en termes de cybersécurité et vous verrez, vous n'aurez plus ce type de problème-là. » Donc ça, quand on l'a en face, c'est pas très rigolo, on passe des nuits avec des avocats, etc. Des fois, c'est publié en conférence le lendemain, donc il faut envoyer les avocats sur les conférences. Une conférence de cybersécurité, maintenant, ça peut coûter les yeux de la tête. Ça peut monter 2, 3, 4 000 euros, avec des options selon les conférences aussi qu'on veut suivre. Certaines sont plus chères. Voilà. Les enfants sont de super acteurs malveillants aussi. Qui a déjà, par hasard, eu des enfants ou fait cette bêtise-là comme moi? C'est-à-dire, vu que sur un jeu vidéo, on pouvait payer pas en envoyant un petit SMS, pris le téléphone des parents et fait ce travail-là, ou récupérer tout simplement la carte bancaire de ses parents. Voilà. Alors, je dis les enfants, mais en fait, c'est toute personne ou toute chose qui peut rentrer en contact en fait avec le monde numérique. Ça peut être nous, on ne maîtrise pas cette technologie-là et on va l'utiliser quand même. On ne sait pas utiliser un ordinateur ou correctement des services en ligne et on va les utiliser quand même et de la mauvaise façon. Et dès qu'il y a un problème, en fait, ça va nous retomber dessus. Alors, Le Monde du Numérique a publié il y a 5-6 jours un petit article assez magnifique qui expliquait qu'un chat, en s'allongeant sur un clavier, a bousillé le réseau d'un hôpital pour anciens militaires à la retraite aux États-Unis. Et juste parce qu'il s'allongeait sur un clavier, quoi. Voilà. Alors, en acteurs aussi malveillants, il y a les États. Alors, eux, je pense que c'est les gros champions en l'État. Donc, eux, les motivations vont être, comme les autres, économiques, mais aussi on a beaucoup de politique. Donc, c'est-à-dire, derrière, on va faire des déstabilisations dans des entreprises ou des déstabilisations politiques, comme on a pu le voir potentiellement. Alors, je ne sais pas où s'en est ce sujet-là, mais par exemple, en truquant les élections américaines, par exemple. Le grand exemple aussi de ce type d'attaque, c'est Stuxnet, qui a été découvert en 2010. Qui en a entendu parler? D'accord. Alors Stuxnet, c'est un grand tournant dans la cybersécurité et pas mal d'entreprises se sont dit il faudrait peut-être qu'on commence à faire quelque chose, justement au moment de Stuxnet. Donc en fait, c'est un virus qui a été introduit dans un complexe fermé et complètement isolé d'Internet. La légende voudrait que ce soit une clé USB sur le parking insérée dedans. Et en fait, Stuxnet avait pour objectif de détruire, sur le long terme, en fait, les centrifugeuses d'enrichissement nucléaire des centrales iraniennes, pour objectif de les détruire et de ralentir le programme. Les révélations Snowden, qui ont entendu parler de Snowden, j'aime bien poser la question. Donc, dans les révélations Snowden, on a appris que Stuxnet a été une collaboration entre la NSA et les services secrets israéliens, justement pour ralentir ce programme-là.
Et en fait, quand les industriels ont vu, donc ils s'attaquaient au système industriel, et quand les industriels ont dit, ah, on peut faire ça sur nos systèmes, ils ont commencé, en fait, à cette date-là, autour de 2010, à s'intéresser à la cybersécurité en disant, ce n'est plus juste dans les films, quoi. C'est vraiment une réalité et il faut qu'on s'y mette. Il y a quelque chose que j'aimerais bien dire à cette conférence qui est relativement importante, c'est les douanes. En fait, il faut savoir que les douanes, c'est un endroit assez propice pour l'espionnage industriel. Même que ce soit dans des pays alliés, voire même amis, quand c'est pour des questions économiques nationales, parfois il y a des téléphones, comme ça, un petit interrogatoire de routine, avec des téléphones qui sont on leur demande de le déverrouiller pour regarder ce qu'il y a dedans. Et en fait, on s'aperçoit que derrière, ils ont installé des applications, etc., qui permettaient de récupérer tout ce qu'il y avait dans le téléphone. Et bizarrement, ils s'intéressent plus aux téléphones professionnels. Donc, l'État aide aussi pas mal et véhicule l'espionnage pour l'économie de son pays. Alors après, on a d'autres acteurs. Alors, ceux-là sont un petit peu moins importants, mais ils font quand même partie du prisme. En fait, il y en a beaucoup. Il y a les kiddies, c'est un peu les adolescents, comme je l'étais au collège et au lycée, qui ont mal de dopamine et qui voulaient un petit peu de sensations fortes. Donc, ils téléchargent un super logiciel sur Internet qui promettait de pouvoir éteindre n'importe quel site. On clique dessus, on se prend un virus évidemment, notre PC, d'autres hackers ont la main dessus, on ne maîtrise pas ce qu'on fait, ça attaque, on ne sait pas ce qui se passe, des fois ça s'arrête, des fois ça ne s'arrête pas. Et le problème en fait de ces personnes-là, c'est qu'elles ne maîtrisent pas du tout ce qu'elles font et les outils qu'elles utilisent. Donc c'est complètement imprécis et ça fait assez mal en fait, parce qu'elles l'utilisent n'importe comment. Donc les impacts peuvent être assez graves. Dans la catégorie aussi des joyeusetés, il y a les employés ou les anciens employés, et surtout quand il y a un petit peu de frustration, de colère, vous voyez, ça vous saoule, vous avez envie, vous en avez marre de votre boîte, vous pouvez plus les voir, vous avez juste envie, c'est de les détruire. Bah, il y en a qui passent à l'acte par la cybermalveillance. Donc ça peut être via des systèmes d'authentification qui ne sont pas forcément arrêtés lors du départ de l'employé. Ça peut être aussi un employé en interne. Et en fait, tout à l'heure, je parlais du groupe Lepsius, mais eux, ils utilisent beaucoup ça. Ils vont aller chercher sur les réseaux sociaux les gens qui ont de la haine contre leurs entreprises et pour leur faire cracher le morceau pour obtenir des accès à l'intérieur des entreprises. Donc même les employés sont dangereux. Et en fait, quand vous avez une boîte de 100 000, quelle est la probabilité qu'il y ait quelqu'un en colère contre son manager, contre la boîte? Ça, c'est énorme en fait. La probabilité que quelqu'un puisse donner ces codes-là. Donc il faut même se méfier en interne. Après, bon, il y a deux autres acteurs que j'ai mis ici, c'est le terrorisme et l'activisme. On a vu quelques exemples, notamment de terrorisme avec l'affichage de propagande sur des remplacements de sites d'office du tourisme ou de mairie. Mais pour l'instant, ça reste dans l'ordre de l'anecdotique. Bon, maintenant, on va remettre un petit peu de positivité là-dedans. Et on va voir que la cybersécurité, c'est pas qu'une contrainte. Parce que, en fait, tout ce qui empêche les managers, les dirigeants de dormir, c'est une superbe opportunité marketing si vous trouvez une solution. Et en fait, c'est souvent comme ça. La première chose, c'est de proposer des produits qui répondent à ces nouveaux besoins de sécurité. Par exemple, la plateforme DigiPost s'est dit, en fait, comment on fait pour transporter des documents confidentiels, comme sa carte d'identité, son passeport, comment les entreprises peuvent communiquer les fiches de salaire à leurs employés de manière sécurisée, pour pas que tout le monde soit au courant et les informations qui sont sur la fiche de salaire, en fait. Et du coup, ils ont mis en place un coffre-fort numérique qui vaut ce qu'il vaut. Pour l'instant, il n'y a pas eu de grandes attaques sur ce système-là, enfin, en tout cas public. Il y en aura peut-être, on n'en sait rien, mais en tout cas, ils font l'effort de proposer ce produit-là et d'essayer de renforcer leur sécurité pour offrir de la sérénité à ceux qui partent en voyage justement avec leur copie de passeport. Comme ça, s'ils le perdent, ils sont tranquilles. J'ai mis un petit exemple ici, c'est Tesla. Alors souvent à la télé, on voit souvent des Tesla se sont fait hacker, etc. Mais ils travaillent quand même assez activement sur la cybersécurité. Un point assez remarquable, c'est leurs clés. En fait, les clés classiques, quand on demande l'ouverture du véhicule, ça envoie un signal de la clé vers la voiture. Sauf qu'il y a un signal unidirectionnel. En fait,
assez régulièrement, on arrive à les casser. En fait, aussi, c'est une question de temps, de quand est-ce qu'on va arriver à casser ce nouveau système-là, mais on sait que c'est quasiment c'est faisable, en fait. Et du coup, l'idée, pour sécuriser des transactions, il faut des échanges, des challenges de cybersécurité qui permettent de valider la sécurité entre les deux points. Et c'est ce que propose Tesla avec cette télécommande. Alors là, pareil, il y a eu quelques petits soucis au démarrage de sécurité, et puis on en aura toujours en fait. Mais ils font l'effort justement de se prémunir contre les vols de voitures, justement sans infraction, juste avec un défaut ou une vulnérabilité introduite dans votre télécommande. Ça répond aussi aux besoins de comment on met à jour son système de clés dans la voiture. En fait, c'est impossible. Et du coup, leur idée, c'est de se dire, ben voilà, on met une technologie, on espère que ça tiendra 10 ans, jusqu'à ce que la voiture aille à la casse. Et dans les nouvelles générations, on introduira de nouvelles sécurités. La cybersécurité, ça permet de gagner des marchés. En effet, de plus en plus d'entreprises vont demander des normes de sécurité, des prérequis de cybersécurité à leurs fournisseurs. Parfois même des échanges avec le client, quand il faut interconnecter deux réseaux d'entreprises, par exemple. Du coup, la première chose à faire, ça peut être d'implémenter des normes. Donc les normes, souvent, derrière, on entend des bonnes pratiques de cybersécurité qui ont été prouvées, un peu étudiées scientifiquement ou par la pratique. Ensuite, ces dernières, on peut les faire auditer pour vérifier qu'on l'a bien fait par des entreprises indépendantes qui peuvent faire cet audit, enfin indépendantes entre guillemets, parce que souvent c'est les mêmes groupes qui sont derrière et du coup ils ont quand même des intérêts assez énormes. Il y a des intérêts assez énormes autour de ces certifications. Donc je pense notamment à l'ISO 27001 et toutes celles qui commandent 27000 quelque chose, qui sont justement tout autour de la gouvernance de la cybersécurité dans une entreprise. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, on peut communiquer dessus justement pour attirer les clients ou tout simplement pour se montrer pour des appels d'offres et être un candidat sérieux pour cet appel d'offres. Parfois aussi dans les appels d'offres, on va demander d'améliorer la qualité de votre cybersécurité, de mettre en place de nouveaux processus. Et là, vous pourrez justement réimplanter ces nouvelles choses, etc. etc. Donc en fait, là-dessus, la cybersécurité, justement, va pas que vous ralentir et vous faire perdre du temps et des moyens, ça va aussi vous offrir pas mal de portes grâce à ça, si c'est bien fait. J'ai mis un exemple, donc c'était par rapport à Bull qui a changé de nom, qui s'appelle Eviden. Ils ont mis en place ce qu'ils appellent un hardware root of trust, qui va prouver que la moindre ligne de code qui est dans le serveur a bien été écrite et approuvée par Atos, en fait, enfin donc par Eviden. Et donc, justement, aujourd'hui, ça fait partie des arguments marketing. Quand vous achetez un serveur chez Eviden, ça fait partie des éléments que vous pouvez regarder et justement, vous pouvez faire ce genre de demande dans un appel d'offres. Il y a une chose qui est assez importante, c'est fidéliser ses partenaires en marketing, en communication, en gestion d'entreprise. Un des axes clés pour la réussite de l'entreprise, c'est la fidélisation. Et la cybersécurité va vous aider à ça. Par exemple, si vous prenez un prestataire qui est un petit peu plus cher que les autres, mais vous savez que vous avez la confiance parce qu'ils sont transparents au niveau de la cybersécurité, parce qu'ils font bien les choses, et en fait, vous aurez plus facilement, vous allez plus facilement rester chez lui. Et mettez-vous à la place inverse. Si vous êtes cette entreprise qui propose un service, si vous êtes transparent, si vous faites bien les choses, les gens auront peut-être plus tendance à rester avec vous, même si vous avez des tarifs un petit peu supérieurs. La communication transparente, justement, c'est la base de cette confiance, c'est la clé même. Parce que par exemple, si vous faites hacker, vous dites à vos clients, à vos fournisseurs avec lesquels vous êtes connectés, j'ai un problème, je vais m'isoler, faites les démarches chez vous quand vous avez des produits à nous, faites des démarches pour les isoler, on trouvera des solutions rapidement et on viendra vous voir dès qu'on en a. Ça va donner confiance parce que vous allez arriver le plus tôt possible vers eux pour éviter que l'attaque se propage chez eux, par exemple. Et inversement, si un de vos fournisseurs a un pépin, vous serez bien content de fermer tout votre réseau en disant là, ils ne sont pas fiables, les produits qui sont chez nous sont potentiellement compromis, on coupe tout et on réagit en conséquence.
Ensuite, il y a l'entraide. De plus en plus, on voit des entreprises aider un fournisseur, un client qui ont un pépin de sécurité, justement, bah, tout simplement parce que quand une usine de pièces s'arrête, Renault a besoin de ces arrivages-là de pièces pour fabriquer leur voiture et pour satisfaire les commandes, tout simplement. Et du coup, c'est dans l'intérêt de tout le monde de s'entraider justement pour aller le plus vite possible sur un incident, pour prévenir les attaques aussi, pour éviter des incidents en amont. Et derrière, ça va permettre de créer des relations partenariales assez fortes, que ce soit avec vos fournisseurs ou vos clients. Pour conclure, c'est vrai que la cybersécurité, c'est un enjeu. De toute façon, tout le monde va y passer, tout le monde va devoir en faire à son échelle, en fonction de ses besoins, de ses risques et de qui il est tout simplement. Petite boîte, grande boîte, avec des intérêts stratégiques pour l'État, pas d'intérêt. Que vous êtes des services sociaux, que vous soyez le boulanger du coin, par exemple. Il ne tient qu'à vous, justement, de faire partie de ceux qui se bougent rapidement dans ce domaine-là, qui vont faire évoluer la cybersécurité rapidement. Et plus vous irez vite, vous serez en avance sur les autres. Et du coup, vous serez déjà installé. Et justement, sur tout ce qui est relations de confiance, etc., vous aurez eu le temps de fidéliser une base de clients et de fournisseurs qui vous font confiance, qui sont capables de s'interfacer avec vous, de mettre en place justement ces liens de communication qui sont nécessaires à la cybersécurité. Et bah, en fait, il y a tout à construire. Et ces acteurs-là, c'est chacun ici, autour de cette conférence, c'est en fait tout le monde, tous les actifs, en fait. Voilà. Merci à Alexis pour cette belle présentation. Avant de vous laisser la parole, je vais peut-être poser une question introductive un peu. Alors, la question, c'est la suivante. Tu as parlé des enjeux, des opportunités, des solutions et surtout de l'avantage concurrentiel que peut procurer la cybersécurité. Ouais. Comment, toi, à travers aujourd'hui, est-ce que tu manifestes justement ce potentiel avantage concurrentiel que tu peux avoir? Et en gros, est-ce que tu as des exemples de prise d'initiative je ne sais pas si ma question est claire, que tu as prise justement pour tirer profit en fait, de la cybersécurité? Bah, en fait, comme la cybersécurité est un enjeu, il y a des boîtes, notamment, pour l'instant, c'est plutôt des grosses boîtes qui veulent sécuriser leur SI et leurs infrastructures, etc. Mais aujourd'hui, en fait, il y a aussi une pénurie sur le marché, tout simplement, de compétences dans ce domaine. Et en fait, rien que tout simplement en montant mon entreprise et en discutant à droite à gauche avec des personnes, en fait, il y a plein de gens qui sont intéressés par ce genre de profil. Il y a plein de gens qui sont intéressés pour faire une intervention. Donc en fait, c'est... Alors, moi, c'est facile parce que je travaille vraiment dedans et c'est mon cœur de métier. Mais j'en ai vu dans des entreprises, justement, où ils demandaient des normes de cybersécurité, notamment l'ISO 27001 est très, très demandé. Il peut y avoir des normes législatives liées au pays. Par exemple, les États-Unis sont au niveau de la cryptographie et de la sécurité, donc il y a tout un certain nombre de règles à appliquer. Et si on ne le fait pas, bah, ça va être difficile sur le long terme de rester sur le territoire américain. Et du coup, il y a beaucoup de... Enfin, j'ai déjà vu des marchés se créer justement parce qu'on était en capacité d'être dans les règles américaines, par exemple. Voilà. Elles sont de plus en plus contraignantes. Hein. Honnêtement, là, il en arrive en pagaille et ça va continuer comme ça pendant un petit moment, à mon avis. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ah si. Parfait. Peut-être maintenant, on va laisser la parole au public si vous avez des questions. Ouais, sur le marché de la cyber, les prestations sont plutôt internes, c'est-à-dire qu'il y a des services dédiés. Et puis ça va dépendre du niveau de type d'entreprise, que ce soit une ETI, une PME ou une TPE, ou c'est plutôt un marché qui fait appel à des services extérieurs. Notamment quoi, parce que dans la boîte. Il y a beaucoup de prestations qui... Enfin, moi, je vois beaucoup d'acteurs qui sont sur l'externe, en fait.
justement parce que être capable d'amener les compétences en cybersécurité, c'est pas simple. Et justement, il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, notamment en offensive. On peut penser à des boîtes comme Synactive, Quarkslab ou des choses comme ça qui sont des grands noms dans le domaine. Et les entreprises qui n'ont pas forcément les compétences en interne pour évaluer justement quand ils embauchent quelqu'un ou ce genre de choses, auront tendance justement à faire appel à ces boîtes-là qui ont une confiance sur le marché. Une deuxième question qui suit la première. Il y a un niveau critique de dimensionnement d'entreprise pour intervenir sur ce type de services, de prestations, où effectivement, à un moment donné, tu as un plafond de verre qui fait que tu ne vas pas répondre à un appel d'offres qui sera d'une ETI. Tu vas te cantonner à des PME, des petites PME ou des TPE, parce que même les TPE se font attaquer. C'est ça. Bah, après, en fait, il y a déjà, là-dedans, il y a des questions assez intéressantes. Parce que déjà, la cybersécurité, souvent, enfin, encore actuellement, c'est un petit portefeuille à côté, on dit débrouillez-vous, faites votre la sécurité. Et alors, c'est pas le cas de toutes les boîtes, hein. Il y a des boîtes qui mettent ça, enfin, qui mettent ça de manière proactive, etc. Il y en a d'autres qui vont dire débrouillez-vous, je mets des ressources, surtout ne me dérangez pas, et voilà. Après, il y a aussi des problèmes financiers. Quelqu'un en cybersécurité, ça coûte assez cher. Si vous regardez sur des tarifs journaliers, vous pourrez aller jusqu'à, sur des interventions courtes, évidemment, ça peut monter jusqu'à 1004, 1005 la journée. Sur des interventions longues pour un junior, on peut être autour des 400, 500 euros quand même à la journée, ce qui pour une PME et une TPE, c'est horriblement cher. Et actuellement, enfin, il y a quelques propositions qui sont faites pour les PME, TPE, mais je ne pense pas que ça soit suffisant. Le modèle économique associé n'est peut-être pas forcément, pas proposé en tout cas, mais peut-être pas le plus pertinent pour les TPE, PME. D'accord. Merci. Une question qui suit un peu parce qu'on entend beaucoup parler en ce moment donc d'attaques de ransomware pour les hôpitaux, les mairies, enfin donc toutes ces collectivités, donc les établissements publics, les hôpitaux, qui c'est pas leur cœur de métier, hein, la cybersécu, donc mais par contre, ils manipulent des données cybersensibles évidemment. Les mairies, c'est pareil, donc comment se fait le marché de la cybersécurité autour de ce genre d'acteurs du coup? Alors, c'est une question qui est, enfin, il y a beaucoup de politique, etc., mais il y a aussi des appels d'offres, il y a des budgets peut-être un peu trop faibles, justement, pour avoir, par rapport à la quantité d'hôpitaux, par rapport à la quantité de numérique, en fait, dans ces hôpitaux. Et plus ça avance, plus il y en a, plus il y a d'outils, d'objets connectés, ce genre de choses. C'est quand même relativement insuffisant. Après, je ne suis pas allé dans le détail, enfin, je ne suis jamais rentré dans ce détail-là de comment faisaient les entreprises du secteur. Mais derrière, il y a aussi beaucoup de questions politiques, donc je ne vais pas forcément trop rentrer. Et toi, par exemple, en tant que dans ta boîte, tu n'as jamais été sollicité par un hôpital ou une collectivité locale, une mairie pour, Généralement, ils ont déjà leur point de contact. Et... Il y a quand même des lois en ce moment qui sont en train d'être mises en place par les ministères, notamment la transition numérique, pour obliger les collectivités, enfin, bien de l'État à passer par des solutions avec des normes de sécurité très importantes. Ouais. Enfin, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des ressources quand même. Non, mais même passer par SAS, des choses comme ça, mais qui ont atteint un certain niveau de sécurité. Il y a des normes ou des certifications. Après, il y a aussi beaucoup de questions de budget, il y a une question de marché déjà établi, ce genre de choses. En fait, moi, à côté, je fais partie d'une association qui s'appelle Cœurs sans frontières, qui justement a pour objectif de renforcer la sécurité des hôpitaux, des ONG. C'est un poste qui s'est fait justement, enfin, juste après le Covid, pour l'acte de la Croix-Rouge, il me semble. Enfin, voilà, mais en fait, les hôpitaux sont très durs à aborder pour avoir déjà essayé sur le secteur Drôme-Ardèche. En fait, on se prend des murs très importants et on a beau proposer des tests de sécurité gratuits. On a des partenaires avec des solutions françaises qui font des choses qui sont reconnues dans le monde entier, qui nous offrent gratuitement. Et en fait, on a du mal à aller justement dans les hôpitaux pour les mettre en place, parce que justement, c'est un milieu qui est très fermé, et j'ai l'impression que la cybersécurité, c'est un sujet qui est tellement sensible et tabou, en fait, pour ce genre d'organisation. Du coup, c'est assez opaque, en fait, d'extérieur. Si je peux intervenir, je travaille à l'hôpital, donc je peux peut-être un petit peu en parler. Je ne sais pas si c'est des murs, mais on est tellement dans une difficulté
en niveau nombre de personnel dans les hôpitaux, qu'en fait, on fait vraiment les projets une fois qu'on est obligé de les faire. On n'a pas le temps d'anticiper. Et du coup, ben, par rapport à toutes ces lois, effectivement, et tout ce qui est financement, eh ben, l'État pousse à financer en faisant des appels d'offres. On répond à des appels d'offres pour avoir un petit financement d'un projet. Et on fait vraiment une fois qu'on est obligé. Donc, une fois que l'État nous obligera, on les fera, je pense. Et attend pour plus nos c'est personnels, on avait acheté, on a une personne qui nécessite. Voilà. Une personne. De toute façon, juste pour compléter, la cybersécurité, plus elle est prise sur le tard, plus il y a de systèmes, plus ça va coûter cher à tout mettre aux normes. Et après, ça devient compliqué à se remettre justement dans le rythme. En parlant du cas de l'hôpital, mais du coup, on peut extrapoler. Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée? Alors, je sais que ça va être super compliqué. Du coup, tu as compris la fin de la question. Du coup, d'une cyberattaque, Ouais. c'est ça? Alors, j'ai fait pas mal de recherches pour préparer cette conférence, justement, sur ce sujet-là. Il y a vraiment à boire et à manger, en fait. Par exemple, il y avait un rapport de l'ANSSI qui disait 15 000 euros, mais sauf qu'ils ont la visibilité sur 0,2% des attaques. Il va y avoir des IBM qui vont dire que le coût moyen d'une cyberattaque, c'est 5 millions d'euros. Eux, ils ont aussi des intérêts économiques. Il y a potentiellement aussi un biais parce qu'IBM aura tendance à cibler des plus grosses boîtes, des choses comme ça. Du coup, en fait, c'est une question très complexe et je ne vais pas la répondre aujourd'hui. Parce qu'apparemment, le prix, c'est quand même une nerf de la guerre, en tout cas quand tu lui offres un service. Oui. Donc, du coup, comme l'argumentaire, il est quand même aussi intéressant d'aborder la question de si vous ne le faites pas, voilà ce que ça va vous coûter. Et du coup, le positionnement de l'hôpital et plutôt du service public, il est de facto plus intelligible. C'est ça. Après, ça, c'est comme les métiers, la cybersécurité, c'est un peu comme les métiers de l'assurance, en fait. Sans avoir une vue globale sur la cybersécurité, sur les incidents qui sont passés, c'est compliqué d'avoir des vrais chiffres et chacun y va un peu de son... Par contre, tu peux évaluer le risque qui fait un audit. Oui. Ça, tu peux quantifier. Après, on peut évaluer le risque, c'est-à-dire, en évaluant le risque, c'est l'entreprise craint, par exemple, de se faire voler, c'est une entreprise pharmaceutique, elle craint de se faire voler ses secrets. Par quels moyens un hacker peut passer, avec le système en place, comment il pourrait procéder. Et en fait, on va évaluer le risque de cette manière-là. Des questions à distance. Oui. Donc, on a Jérôme qui demande, êtes-vous plus pour des éléments normatifs transverses type ISO 27001 ou des éléments franco-français type ANSSI, HDS ou entrepôt de santé? Comment voyez-vous l'évolution de la cybersécurité sur ce point? Alors, je pense que je vais répondre par un petit cocorico. L'ANSSI fait un excellent travail justement en proposant des normes, des recommandations. Ils font un excellent travail. Après, sur les ISO, il y a du bon comme du mauvais. C'est-à-dire qu'il y a un marché qui coûte... ça coûte très cher d'avoir ce type de normes-là. On peut mettre en place aussi ce type de normes sans avoir fait vraiment de la cybersécurité derrière. Par exemple, on peut dire au niveau qualité, on est pourri, mais on sait qu'on est pourri parce qu'on a fait l'audit et que tout est au vert finalement dans le processus. Du coup, je pense que ça répond un petit peu à la question. Il y a aussi, en fait, il y a les règles, les normes et il y a aussi la mise en application. Par exemple, si vous avez toutes les normes du monde, mais que vous n'avez jamais mis à jour votre serveur et que finalement toutes les normes sont passées au vert, en fait, ça ne sert à rien d'avoir ces normes-là. On a une autre question de Xavier. Comment est-il possible de différencier de prime abord une entreprise qui met en place une vraie démarche autour de la cybersécurité d'une entreprise pour qui c'est un simple argument marketing sans réelle volonté de se protéger? Alors là, c'est une question compliquée parce qu'en fait, il faudrait être en interne pour voir vraiment comment ça se passe, voir les processus de décision, voir qu'est-ce qu'ils communiquent. Et généralement, si on n'est pas déjà client, c'est compliqué. Et en fait, souvent, on va s'en apercevoir quand on va on va avoir un contrat avec ce prestataire-là. Par exemple, si vous faites concevoir un logiciel, et en fait, vous apercevez que les bouts de code, les librairies, en fait, c'est des bouts de code qui sont réutilisables, en gros. Les librairies qu'ils utilisent sont obsolètes depuis 10 ans.
et ben en fait, vous allez vous en apercevoir au fur et à mesure, mais actuellement, c'est compliqué. Après, justement, les normes peuvent aider un petit peu, mais c'est pas non plus un gage absolu. Une autre question de Guillaume. La future directive NIS2 va-t-elle aider à développer des opportunités? Oui, je pense, comme à chaque fois qu'il y a des nouvelles réglementations, il y a des nouvelles normes. Et si je me souviens bien, la NIS2 aussi va obliger à publier quand il y a une attaque et l'afficher sur ces différents canaux de communication. Du coup, si vous faites hacker tous les 4 matins et que tous les 4 matins, il y a une pop-up sur votre site en permanence qui dit qu'il enfin, il y a eu des problèmes chez vous, je pense que ça va faire un petit peu bouger les lignes. Pour compléter ta réponse tout à l'heure sur si c'est une volonté marketing ou pas de l'entreprise de se sécuriser, on veut contractualiser avec ce type, n'importe quelle entreprise, on peut demander la PSSI. Oui. Alors ils peuvent la masquer un peu, etc., mais ils peuvent vous la donner. Et donc on peut voir en regardant la PSSI de ce prestataire, voir s'il est vraiment dans cet objectif de se sécuriser et donc s'il est fiable. Alors s'ils mettent du temps à vous envoyer sa PSSI caviardée ou non, c'est que derrière, c'est vraiment que du marketing et il est en train de l'écrire pendant que vous êtes en train de l'attendre. J'irai même encore plus loin. Hein. Le client a le droit d'auditer quand tu annonces une norme et donnes ta PSSI, le client a le droit d'auditer, de venir t'auditer de lui-même, hein. De faire auditer. Oui, de plus en plus, notamment, enfin surtout dans les grosses boîtes, ils font des third-party assessment, justement, qui a pour objectif de savoir si ça correspond aux normes internes. Et en fait, les entreprises ont moyen de se protéger également en mettant des normes de sécurité dans le contrat. Par exemple, s'il y a un pépin ou s'il y a un problème de sécurité constaté, vous devez le corriger en temps de temps, ou de moins, vous devez faire le maximum pour. Et en fait, après, derrière, ça laisse l'opportunité de rompre le contrat si ça se passe mal. Et en fait, maintenant, contractuellement, il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent ce type de réglementation-là dans les contrats. À l'inverse, il y a aussi beaucoup de grandes boîtes, il faut se méfier, qui mettent des choses infaisables. Par exemple, patcher une vulnérabilité critique en un jour. Par exemple, si c'est si c'est un outil libre, donc qui est développé par la communauté, et ben en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez aller patcher la solution libre, sauf qu'il faut que les gens qui gèrent ce logiciel-là acceptent le correctif, le test, etc. Et du coup, il y a aussi des normes qui sont il y a aussi des clauses qui sont un petit peu abusives aussi dans ce sens-là. Et il faut se méfier parce qu'ils peuvent jouer sur ces piliers-là justement pour aller gratter des pénalités ou ce genre de choses. J'ai une autre question. Il ne me semble pas que tu aies évoqué un élément qui me semble important dans les entreprises, c'est le comportement des employés et des collaborateurs au sens large. Est-ce que tu peux parfaitement mettre un système plus pointu en termes de cybersécurité si les comportements à l'intérieur de l'entreprise ne vont pas dans le bon sens? Tu auras toujours des failles. Est-ce que tu as été amené aussi à travailler avec des RH, des choses comme ça? Alors moi, j'ai jamais été amené, mais effectivement, c'est un constat, assez essentiel. Si le comportement ne va pas en interne de l'entreprise, ça engendre des gros soucis de sécurité. Ça se voit par exemple dans les développeurs qui sont motivés, qui ont des connaissances en cybersécurité, qui vont dans ce sens-là, qui sont proactifs dans ce sens-là. Il y aura moins de problèmes dans leur code qu'un développeur qui ne l'est pas. Et après, c'est pareil pour tout le monde, en fait. Ça peut être pareil pour la comptabilité, les ressources humaines, enfin, chacun a sa place là-dessus. Et je pense que c'est un axe relativement important. J'estime à environ 60 à 70% du travail fait si déjà les gens avaient le bon état d'esprit. Et c'est pour ça que les petites entreprises pourraient aller déjà se concentrer là-dessus avec des tarifs, des coûts qui sont quand même moindres par rapport à des solutions techniques très onéreuses de cybersécurité. Après, le matin, on peut arriver, on est fatigué, voilà, les erreurs sont des erreurs. Et la technique sert aussi derrière à parer le maximum de ces erreurs-là. Mais effectivement, il faut que la culture d'entreprise, la culture intègre justement tout ce qui est aspect cybersécurité. C'est très, très important, effectivement. Une autre question. Ouais. Est-ce que les délégués à la protection des données vous aident à traiter les sujets de cybersécurité? Jamais vu. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je vais juste intervenir sur
par rapport à l'hôpital, petite anecdote. Un directeur d'hôpital a dit le problème d'avoir un RSSI dans mon hôpital, c'est que ça coûte cher et je ne pourrais quand même pas justifier vis-à-vis des chirurgiens que le RSSI soit payé plus cher que le meilleur chirurgien de l'hôpital. Ah, pas mal. C'est un tabou en fait. Ça paye super bien la RSSI. Ça fait bien. Ça dépend. Anecdote culturelle en fait. Après, c'est en fait, même de manière générale, enfin, quand on entreprend, quand on est une petite start-up par exemple, enfin, moi j'ai déjà rencontré des start-up qui m'ont dit bah, si on monte notre entreprise, demain si on a une cyberattaque qui paralyse, on se fait tout poutrer, et on met la clé sous la porte, pas de problème, on la remonte et en 3 mois le code il est refait parce que justement eux, ils y sont allés à tâtons. Donc en fait, il faut trouver la balance risque et enfin, c'est ça risque-bénéfice pour justement savoir où on positionne la cybersécurité. Et justement, nous, dans la cybersécurité défensive, notre rôle, c'est de justement montrer ces risques-là, faire en sorte que les décisions du management, enfin de tous ceux qui prennent des décisions, des chefs de projet, etc., justement, ils aient cette balance et au plus juste pour prendre les décisions, en fait. Les startups vont par exemple prendre plus de risques qu'une grosse boîte, et ça c'est logique. En fait, si vous êtes 2 développeurs, enfin, ou un développeur et quelqu'un d'autre dans votre boîte, et que vous avez des ambitions extraordinaires, vous allez d'abord mettre en œuvre une preuve de concept chez le client, le tester, la roder, avant de tout stabiliser à côté. Donc la cybersécurité n'est pas forcément une priorité. Et le bénéfice-risque, justement, pèse plutôt... côté plutôt le coût. Je réagis par rapport au délégué de la protection des données. Aujourd'hui, il y a de plus en plus dans le droit des avocats qui se spécialisent dans la cybersécurité, ces choses-là. Est-ce que aujourd'hui le droit, il est que quand il y a des problèmes et être après pour régler les problèmes, les contentieux, ou est-ce qu'il a un rôle aussi pour la protection en amont? Alors, le droit a enfin, aussi un rôle au niveau de la protection parce qu'en fait, enfin, c'est justement il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup d'acteurs qui vont fonctionner justement à partir de ces normes-là et qui vont s'y plier dès qu'on met les règles, mais avant, ils ne veulent pas les toucher parce que ça coûterait un peu plus d'argent que ce qui est prévu, donc c'est assez important. Et effectivement, dans le droit, enfin, il y a une pénurie assez importante d'acteurs spécialisés là-dedans, dans la magistrature, dans les avocats. Et pour avoir cherché un partenaire côté avocat en cybersécurité, bah, en fait, qui est un peu disponible avec un peu de la bande passante, bah, j'en trouve pas en fait. Justement, il y a énormément de demandes. Et après, justement, côté avocat, on va j'ai déjà vu des avocats qui vont être là dans la signature des contrats, dans la vérification justement des contrats sur les aspects de cybersécurité. Et puis le fait qu'il y ait des réglementations, finalement, impose que il faut appliquer la réglementation. Donc, quelque part, Donc ça oblige les entreprises et enfin, toutes les organisations à y aller. Une personne à distance qui dit: j'ai aussi vécu une situation d'inculture sécuritaire en milieu hospitalier pour laquelle RSSI égale DPO égale DSI égale pas d'embauche de ce type de poste. Il faut savoir que le DPO se confronte aux instances PCME, éthique métier. C'est souvent comme ça. Mais enfin, de plus en plus, hein, le RSSI et le DPO, c'est la même personne, même dans des grandes sociétés. C'est étonnant, il n'y a pas seulement pas comme ça, non. effectivement, séparer la DSI et la SSI est une bonne chose. En effet. Jugé parti, ça. Bah oui, c'est clair. Ça crée toujours des débats en interne. C'est ça. Finalement, moi, je me fais d'après ce que tu dis, et puis voilà, on se rend compte que malgré tout, c'est toujours, depuis le temps qu'on parle de sécurité, de cybersécurité, de cyberattaque, etc., finalement, c'est les compétences et les ressources
la raréfaction des ressources et puis le fait que les entreprises ne veulent pas investir là-dedans, c'est toujours la même chose. Après, ça s'améliore justement lié à la réglementation, lié aussi aux différents événements. Après le Covid, enfin, ça a été assez anarchique pour les entreprises. Là, je pense que ça s'est calmé un petit peu. Enfin, en tout cas, de nos observations, il y a un petit peu moins d'attaques. Mais et justement, je pense qu'en fait, la création enfin, de rôle de RSSI, des gens qui prennent la responsabilité là-dessus, qui vont pouvoir aussi dialoguer avec des décisionnaires plutôt côté financier, marketing, RH, ce genre de choses. En fait, maintenant, ça permet d'avoir un poids au niveau des décisions qui est important. Et je pense que là, pour le coup, ça va vraiment dans le bon sens, quoi. En parlant d'évolution, je pose une question tendue, mais l'IA là-dedans, ça va ou pas? Alors, c'est une question qu'on se pose beaucoup en ce moment. En fait, je travaille personnellement, enfin, à mes heures perdues sur le sujet. L'attaque, je pense, va être un petit peu facilitée. Il y a de plus en plus d'outils qui automatisent les attaques, enfin, justement, qui permet d'aider le pentester et du coup, forcément, les hackers et les personnes malveillantes, justement, dans ce genre d'attaque. Donc, à mon avis, alors déjà, au niveau de l'IA, au niveau du métier de cybersécurité, ça va faire en sorte que, enfin, on va avoir des profils, il faut une haute expertise pour être capable d'avoir de la valeur ajoutée justement en cybersécurité, en tout cas offensive. Et ça donne des outils assez remarquables aussi à des acteurs malveillants. De toute façon, ça va Et en termes de protection? En termes de protection, c'est déjà implémenté en fait. Il y aura l'IA qui va générer elle-même certainement des actions de protection, mais du coup, le marché, il va se réduire au niveau des prestats. Alors, je sais pas. Parce qu'en fait, actuellement, l'IA est utilisée aussi beaucoup en défensif pour la détection de comportement. Par exemple, vous avez des sondes sur le réseau qui vont analyser les trames réseau, sur les ordinateurs qui vont analyser ce qui se passe sur les fichiers critiques, qui se passe sur les applications qui sont sur le serveur. Et en fait, derrière, ça va dans des énormes bases de données. Et souvent, maintenant, il y a des traitements d'IA qui vont justement analyser les comportements identifiés comme malveillants. Après, là, pour rester dans le terme un peu médical, on va mettre un pansement sur la plaie. Le mieux, c'est de ne pas avoir de plaie. Oui, effectivement. Mais en tout cas, pour l'instant, côté défensif, on est plus dans cet endroit-là. Et le problème aussi, c'est qu'en fait, justement, comme il y a toujours cette balance bénéfice-risque, c'est compliqué pour une IA de prendre cette décision. Et des fois, il y a des finesses de décision avec une IA, en tout cas pour l'instant, c'est compliqué. Et je pense que ce sera assez compliqué pendant très longtemps. Après, comme l'IA évolue très vite, enfin, si on m'avait parlé de ChatGPT il y a 4 ans, je me serais moqué de la personne qui en avait parlé, honnêtement, hein. Enfin, donc, c'est pas trop où ça va aller. Quelles sont les nouvelles découvertes, quels vont être les nouveaux outils pour la cybersécurité, implémentant l'IA, ce genre de choses. D'autres questions? Pas d'autres questions? Il n'y a pas non plus en ligne? Si. Là, je suis en train d'écrire justement, mais je pense que ce sera peut-être plus simple de vive voix. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Donc, bah ouais, j'ai une expérience en milieu hospitalier, comme j'ai écrit dans le fil de discussion. Et en fait, on l'a dit tout à l'heure, le DPO et le RSSI, si, à mon sens, existent vraiment dans l'hôpital et s'ils sont interfacés correctement avec le président de la CME, hein, qui est l'instance éthique de l'hôpital, bah, ces personnes-là, bien ensemble et bien articulées, ont tout leur sens dans ce dispositif parce que, en fait, la recherche est en train d'évoluer sacrément vers l'IA, vers euh, l'IA générative, pardon. Et donc, il y a beaucoup en fait de nouvelles applications médicales qui passent par des lakes de données. Et forcément, ça impacte aussi bien la data dans la recherche. Et Dieu sait que la recherche médicale personnalisée est bien compliquée en milieu hospitalier. Il faut quand même rappeler que le numéro de sécurité sociale ne fait pas foi en France.
pour identifier un patient. Donc c'est un peu dommage. Donc on essaie de trouver un identifiant unique pour un patient autre que le système de sécurité sociale. Et c'est un vrai casse-tête et un enjeu pour l'ensemble des hôpitaux. Donc voilà, en fait, ces personnes-là, si ils étaient vraiment présents au niveau des CHU, au niveau de ce qu'on appelle les regroupements territoriaux d'hôpitaux hospitaliers par région. Donc voilà, tous ces gens-là ont réellement leur rôle à jouer si effectivement ça pouvait se mettre en place. Malheureusement, moi, sur un an où j'ai travaillé en milieu CHU, avec 12 établissements de santé dans le regroupement des hôpitaux, c'est très, très, très compliqué. On part de très, très, très loin. Voilà. Je ne sais pas si madame qui en parlait tout à l'heure peut être d'accord avec moi ou abonder parce que c'est vraiment le gros souci. Il y a une inculturation totale à ce sujet-là et il y a une peur innée de tout ce qui est informatique. C'est un gros souci. C'est trop, comment dire, siloté les métiers. Et il y a encore une guéguerre qui date des années 80, on va dire, sur les métiers de l'informatique. Et on est bien loin d'une gouvernance DSI. On est plutôt sur une gouvernance IT. Voilà. Clairement, l'informatique, c'est le méchant à l'hôpital, hein. Ah, c'est ça. C'est totalement le méchant. C'est très difficile. L'informatique, c'est là pour embêter les gens. Ouais. Sauf si ça marche parfaitement bien du premier coup, on n'a pas le droit à Ouais, puis l'erreur. Et, on s'arc-boute sur un des pays qui est censé faire tout et n'importe quoi et ça sait pas le faire. oui, Donc, oui. on part sur des outils parce que c'est l'État qui demande, mais au niveau utilité et au niveau gain-bénéfice pour les métiers, c'est pas ça. C'est pas Et ça. le numéro unique, ça fait effectivement partie des projets qu'on met en place parce que c'est obligatoire. Et Mhm. le numéro de sécurité sociale, c'est effectivement pas Et ouais, valide. Un numéro de sécurité sociale est valable pour une famille, pour les enfants. Donc, on met en place ce qu'on appelle l'INS qualifié dans le cadre du Ségur. c'est ça. C'est ça, l'INS Il qualifié, ouais, prend c'est en ça. compte et le numéro de sécurité sociale, et le nom de naissance, et le prénom, et la date de naissance, et Ouais. le nom Faut aussi, utilisé. Parce qu'on peut aussi avoir un prénom utilisé qui n'est pas le prénom. On peut s'appeler Estelle et en fait se faire appeler Jeanne. Donc, ça prend en compte plein de ouais, puis choses. c'est pas si évident que ça parce qu'il y a aussi le droit à l'anonymat pour le patient, notamment les patients en milieu carcéral. Et un médecin n'a pas forcément besoin de savoir si son patient est une personne qui sort du milieu carcéral pour recevoir des soins. Donc il y a aussi cette barrière-là qui fait que on protège également le patient de quelque nature qu'il soit, quoi. On met une adresse, on connaît le patient avec une adresse. Et s'il est à cette adresse-là, c'est qu'il est en milieu carcéral. Ouais. C'est un vaste sujet. Et juste, ça m'a fait penser, en parlant, Dominique parlait aussi un petit peu d'IA, il y a eu quelques questions sur le sujet. Il y a aussi en ce moment tout un pan de la cybersécurité qui vient justement à fausser les modèles pour réussir à faire des attaques justement sur les intelligences artificielles. Et on le voit justement de plus en plus en conférence de comment on peut brouiller un modèle, à quel moment on peut le faire. Est-ce que c'est au niveau justement de la décision ou est-ce au niveau de l'apprentissage, ce genre de choses. Et il y a aussi tout un pan de cybersécurité qui s'ouvre au niveau de l'intelligence artificielle. Principalement, c'est quasiment un frein parce que moi, j'ai travaillé sur une étude de projet qui était le passage de l'anatomopathologie à la pathologie numérique. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est la recherche au niveau cellulaire des marqueurs cancéreux, hein. Donc, c'est quand même très en vogue en ce moment et c'est ce qui permettrait de faire avancer énormément les hôpitaux. Et je tombe sur des barrières incommensurables comment dire, euh, excès de sécurité primaire et binaire des hôpitaux. C'est-à-dire qu'au niveau de la gestion des flux informatiques,
on est très vite limité par tout ce dont on a besoin pour faire avancer la science, quoi. Voilà. C'est une dernière question avant de clôturer. Sinon, on peut fixer le mot de la fin. C'est bon. Le mot de la fin, c'est on va se retrouver en bas. Merci. Merci. Bonne soirée à tout le monde.